Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment s'organisent finalement les deux principaux empires qu'on va trouver en Europe durant l'époque moderne. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu durant l'époque médiévale, la France et l'Angleterre étaient les deux grands royaumes européens. Le problème, c'est qu'entre la peste de 1348 et la guerre de 100 ans, ils se sont considérablement affaiblis l'un et l'autre, et il faut qu'ils se reconstruisent à la fin de la période. Au début de la Renaissance, on va donc avoir un pôle économique dirigé par les cités-États italiennes et des petits États qui vont profiter finalement des faiblesses de la France et de l'Angleterre pour se développer à leur tour. On va s'intéresser finalement à deux de ces grands États qui vont se constituer, qui se veulent indirectement les héritiers de l'Empire romain ou de l'Empire byzantin. Le premier, c'est finalement l'Europe des Habsbourg qui va se mettre en place. Cette Europe des Habsbourg, elle va se constituer principalement par des mariages, par des héritages. Leur but, c'est finalement éviter au maximum la guerre. Les Habsbourg, c'est une dynastie, une lignée, qui va se constituer en Autriche. Ils sont à la base archiducs d'Autriche, et ils vont arriver à devenir aussi empereurs du Saint-Empire romain germanique. Alors dans l'absolu, être empereur, c'est plus un titre honorifique qu'autre chose, puisque l'empire n'est pas unifié, n'est pas construit, mais malgré tout, ça leur permet de posséder des forces militaires en plus, d'avoir le respect de certaines communautés, et ça peut être intéressant. L'un des principaux personnages qui va nous concerner s'appelle Maximilien Ier d'Autriche. Ce jeune archiduc va constituer finalement un territoire beaucoup plus vaste en épousant Marie de Bourgogne, la principale héritière d'Europe à la fin du XVe siècle, puisque cette jeune femme possède en tant que duchesse de Bourgogne la Bourgogne française actuelle. Elle va posséder aussi la Franche-Comté actuelle. Elle va aussi contrôler tout le nord de l'Europe, c'est-à-dire les Flandres. Même si le royaume de France va tout faire pour s'opposer à cette union, Maximilien et Marie vont se marier l'un avec l'autre et constituent un territoire relativement important, relativement imposant. Entre-temps, Maximilien va aussi devenir empereur d'Autriche, avec le soutien d'une famille de banquiers, les Fugger d'Augsbourg. Il va donc devenir un personnage de premier plan, et cette union de la Bourgogne et de l'Autriche va permettre de faire un pôle déjà relativement important, même si la Bourgogne française va très rapidement être récupérée par le royaume de France. Malgré tout, tout ce qui est Franche-Comté, tout ce qui est Flandre, reste sous la tutelle de l'Autriche. Maximilien et Marie vont avoir un fils, Philippe, qui s'appelle Philippe le Beau, qui sera marié à une princesse espagnole, issue du mariage de la Castille et de l'Aragon, qui s'appelle Jeanne. À eux deux, ils vont pouvoir donc réunir les différents territoires de l'Espagne, de l'Autriche et des Flandres. Faire un territoire qui devient très important, même s'il commence déjà à s'éparpiller. À la mort de Maximilien et à la mort de Philippe, son fils, ça va devenir un petit peu plus compliqué, puisque Jeanne est incapable de régner, elle devient Jeanne la folle, elle ne se remet pas de la perte de son époux, et c'est son fils aîné, Charles Ier d'Autriche ou Charles V d'Espagne, qui prend le contrôle du territoire. Charles, il a la tête d'un empire relativement important. Si on fait le compte, il possède les Flandres, qu'il confiera généralement à sa tante, sa sœur, puis ses filles. Il va aussi avoir le contrôle d'une partie du Saint-Empire romain germanique. Il va avoir le contrôle de l'Espagne, et par cet entremets, il contrôle aussi toutes les colonies américaines. Donc il devient un personnage de premier ordre. Il va confier la partie orientale à son petit frère, Ferdinand, et il va s'arranger pour le bien le placer lui aussi. Par des mariages de ses frères, de ses sœurs, il va permettre à Ferdinand de devenir roi de Bohême, puis roi de Hongrie, et tous ces agglomérats vont s'ajouter petit à petit au territoire que possèdent les Habsbourg. Lui-même, Charles Quint, va profiter de différents liens dynastiques, de différentes difficultés sur certains trônes, pour revendiquer le trône de Naples, donc tout le sud de l'Italie et la Sicile, le trône de Milan, ce qui va nous mettre en opposition directe avec le royaume de France, qui devient très vite le pire ennemi, finalement, des Habsbourg. Il va continuer son travail en épousant Isabelle de Portugal, ce qui fait qu'on a une ligue qui va encadrer entièrement le royaume de France et lui poser problème, l'empêcher de se développer dans toutes les directions. En Europe, il faut des guerres. Hors Europe, il y a le traité de Tordesillas qui l'interdit. Sur la fin de son règne, Charles Quint va préférer abdiquer, va confier toutes les parties orientales à Ferdinand, qui devient empereur, mais malgré tout, il va s'arranger pour que les différentes lignes Habsbourg soient très proches les unes des autres, se marient entre elles, pour constituer un empire universel extrêmement important avec deux têtes, l'une à Madrid, l'autre à Vienne. Son fils, Philippe II,
qui va le remplacer, devient un personnage encore plus important puisqu'il va se marier à la reine d'Angleterre, tenter de prendre le contrôle de l'Angleterre, c'est un échec. Il va réussir à hériter par sa mère du Portugal, donc des colonies portugaises au Brésil et un peu partout dans le monde, ce qui fait que l'Empire universel est gigantesque et ça devient une puissance de premier plan, constituée par des héritages, par des mariages, une puissance riche, extrêmement influente, par contre, éparpillée, c'est difficile de gérer tout ce territoire. Ils vont conquérir des petits territoires par-ci par-là, ils vont même tenter de prendre pied en Afrique du Nord pour continuer le rêve ultime de croisade, sans réel succès. Puisqu'on va voir se développer une autre puissance qui se veut l'héritière de l'Empire byzantin. En Orient, les Turcs ont pris le contrôle de Constantinople en 1453 et ils vont instaurer à partir de la Grèce et de l'Asie mineure un territoire imposant, important, qui se développe lui non pas par l'héritage et par les mariages, mais par la guerre, par la conquête. Les principaux sultans, finalement, vont instaurer finalement des conquêtes et des guerres pratiquement permanentes pour étendre l'Empire ottoman, l'Empire des Turcs. Ils vont faire la conquête des territoires mamelouks, donc annexer la Syrie, annexer l'Égypte, qui sont extrêmement riches, qui ouvrent les portes finalement vers le commerce avec l'Orient. Ils vont affronter régulièrement l'Empire perse, qui s'était reconstitué, et ils vont surtout avaler toute une partie de l'Europe, tout ce qui est les Balkans, tout ce qui est la Hongrie, tout ce qui est la Roumanie actuelle, donnant naissance finalement à un certain nombre de mythes qu'on connaît encore de nos jours, puisque en Transylvanie, c'est là qu'on va voir se développer un certain nombre de mythes autour du Vlad Tepes. De nos jours, on le connaît sous le nom de Dracula, d'accord, ce prince valaque, qui va prendre d'abord opposition contre les Ottomans avant de s'allier à eux. On va avoir un territoire qui va tellement grandir qu'à la fin de la période, les Ottomans contrôlent pratiquement un quart de l'Europe. Ils sont arrêtés dans leur avancée. Au début, ils n'étaient jamais vaincus, mais ils vont être avancés, ils vont avancer et être bloqués lors des sièges à Vienne. C'est un empire très structuré, administratif, qui reprend finalement les bases que possédait l'Empire byzantin et qui sont remaniées pour se moderniser un petit peu. Le problème, c'est cet empire, sous Soliman le Magnifique, il est extrêmement important, mais dès qu'on va avoir des sultans un petit peu moins puissants, les gouverneurs de province, qu'on appelle les pachas, vont petit à petit voler de l'influence au sultan. Donc c'est une période où on a une opposition entre ces pachas et ce sultan qui, pour savoir lequel sera le plus important, ce qui n'empêchera pas l'Empire ottoman de devenir extrêmement important. C'est ce qu'on appelle aussi le sultanat de la sublime porte, puisque quelle que soit la direction où on part dans cet empire ottoman, on arrive sur un territoire relativement riche, avec qui on peut faire du commerce ou des conquêtes. Porte vers l'Asie, porte vers le nord, porte vers l'Afrique ou porte vers l'Europe. Ces deux empires vont être extrêmement importants. Par contre, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, ils vont très rapidement arriver en concurrence. L'un possède la Méditerranée orientale, pendant que les Habsbourg vont contrôler la Méditerranée occidentale. Le royaume qui va servir un petit peu de médiateur entre les deux, c'est le royaume de France. Fréquemment opposé aux Habsbourg, bien entendu, François Ier va s'associer à Soliman, puisqu'il a intérêt finalement à ce que les deux puissances s'associent contre les Habsbourg. Donc, ces deux grands empires qui se veulent les héritiers de Rome vont se développer, vont être extrêmement importants pour développer aussi bien le commerce que la culture ou la façon de vivre en Europe. Ça laisse des traces de nos jours, il suffit d'aller voir dans les Balkans, où des régions comme le Kosovo, l'Albanie restent majoritairement musulmanes depuis les conquêtes ottomanes. Malgré tout, le rôle de la Méditerranée reste important, c'est-à-dire que ces deux empires restent influents, même si petit à petit on a vu que le centre du monde partait en direction de l'Atlantique. Pour les Habsbourg, ce n'est pas un problème, puisqu'ils sont présents dans cette région du monde. Pour les Ottomans, ça marche un petit peu moins bien. Ils vont étendre aussi leur influence à part les conquêtes en faisant des États vassaux, qui lui doivent des tribus, mais qui les soutiennent en temps de guerre. Par contre, ils ne vont pas constituer un empire colonial aussi important que les Habsbourg. Donc à la fin de notre période, même si on y reviendra, la France redevient influente, les Ottomans et les Habsbourg restent les deux grandes puissances européennes, même si petit à petit elles vont connaître elles aussi un certain nombre de difficultés, principalement financières pour l'Espagne, puisque son économie va s'effondrer au profit des Flandres, et des différences finalement, des divergences qu'il y aura entre les régions, ou l'Empire ottoman qui lui ne saura pas forcément se moderniser suffisamment pour devenir un État aussi puissant que ses voisins, notamment l'Autriche. Je vous remercie de votre attention. On va voir dans un dernier temps comment, finalement,
La transformation du monde qui fait qu'on a un monde différent, qu'on a une vision de l'autre différente, va aussi influencer un changement au niveau de la foi. Je vous remercie de votre attention, à très vite, prenez soin de vous, au revoir.